Pipelette. Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelette. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Laetitia, j'ai eu un cancer du sein à 27 et à 35 ans. Et on ne peut pas commencer cet épisode sans avoir un mot sur la date à laquelle nous allons le publier, le fameux mois d'Octobre Rose, dédié à la prévention contre le cancer du sein, qui fête d'ailleurs cette année ses 30 ans. On le rappelle, donc il est important de se palper, de vérifier régulièrement que tout va bien au niveau de ses nénés. Et si vous êtes dans le dépistage organisé, de prendre votre rendez-vous pour une mammo. Voilà, c'était l'instant prévention. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans l'association, celui du cancer pendant la grossesse. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée d'Adeline et de Virgilia. Donc, salut les filles, est-ce que déjà vous allez bien ? Salut Laetitia, je commence ? Tu commences ? On a failli répondre en chœur. Ouais. Alors, est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Oui, très bien aussi. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous êtes, quel âge vous avez et ce que vous faites dans la vie ? Alors moi, c'est Virgilia, j'ai 34 ans et je suis journaliste présentatrice météo-climat. Très bien. Et toi, Adeline ? Donc moi, c'est Adeline, j'ai 33 ans et je suis infirmière. D'accord. Est-ce que vous avez toujours voulu être mère ? Est-ce que c'est un souhait que vous avez eu depuis petite ? Est-ce que c'est un désir qui s'est révélé après quand vous êtes mis en couple, par exemple ? Je sais pas, Adeline ? Moi, j'ai toujours voulu être maman. Après, depuis toute petite, après, j'ai aussi une maman qui garde des enfants. J'ai toujours été entourée d'enfants. Donc, je me voyais pas effectivement faire ma vie sans en avoir. Donc, toi, tu t'es toujours imaginée maman ? Toujours. Ok. Et toi, Virgilia ? Oui, moi, c'est pareil. Vraiment, la maternité, c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter et je n'imaginais pas ma vie sans enfant, à condition de trouver la bonne personne, bien sûr. Bien sûr. Et à partir du moment où je l'avais trouvé, j'avais très envie d'être maman, oui. Et du coup, donc toi, tu as trouvé le papa de ta fille. À quel moment ? Il y a combien de temps que vous êtes ensemble ? Alors nous, on s'est rencontrés juste avant le Covid. Donc on a fait tout le confinement ensemble. Donc en fait, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Parce que avec un confinement avec le confinement et tout ce qui s'est passé après, c'est sûr que ça fait grandir un couple. Mais on est quand même un jeune couple quand même. Ça fait pas si longtemps que ça. Et vous avez tout de suite voulu un enfant ? Tu lui as partagé ce désir ou ça s'est décidé entre vous comme ça Alors en fait, 1 an avant de tomber enceinte, je lui ai dit que il y a l'horloge biologique, je suis un peu mis la pression et je lui ai dit que j'avais envie quand même c'était le prochain engagement que j'avais envie qu'on prenne parce qu'on s'était pacsé et j'avais envie qu'on construise une famille. Et il m'a dit OK, on en reparle dans 1 an. D'accord. Et alors, 1 an après, presque jour pour jour, ouais, je lui ai dit, tu sais que ça fait 1 an. Il était, déjà? Voilà. Et donc voilà. Mais oui, c'est dans les sujets qu'on a abordés assez rapidement. Enfin, moi, c'était pas concevable, je pense, de me mettre avec quelqu'un qui n'avait pas ce désir de construire une famille avec moi. Enfin, j'avais envie d'une relation sérieuse et c'était un vrai projet. Est-ce que c'était la même chose pour toi ? Donc toi, ça fait combien de temps que tu es avec le papa de ton fils ? Alors, nous, on s'était rencontrés en 2019. Au début, c'était un petit flirt, tout ça. Et on est ensemble officiellement depuis 2021. Ah, donc vous êtes aussi un jeune couple. Oui, c'est ça. Et je lui en parlais brièvement tout ça, mais sans trop lui mettre la pression, parce que je sais que ça a fait peur. Et pareil, il y a toujours cette horloge biologique. Moi, je lui disais... j'ai plus de 30 ans, on ne sait pas si ça va marcher aussitôt. Donc, petit coup de pression quand même. Et en fait, on a laissé faire... On est toutes pareilles, je crois. Oui. On a un peu laissé faire les choses et sans lui mettre vraiment le couteau sous la gorge en lui disant c'est maintenant. Mais il y avait souvent des piqûres de rappel. Et t'es tombée enceinte rapidement ? Oui, ça a été. Franchement... Et du coup, tu as découvert ça comment ? C'était des symptômes ? Tu as décidé de faire un test parce que... Je l'ai senti. T'as senti ? Oui, je l'ai senti. J'étais partie un week-end à Paris chez ma meilleure amie. Et en fait, en rentrant, je lui dis, je vais faire un test parce que... Je sais pas. Je suis allée chez elle. Je n'ai pas pris l'apéro. Parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose... Oui, vraiment, c'est ça, instinctivement, je me suis dit, bon... Et donc, j'ai fait un test et
les petites barres sont apparues. Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est Comment drôle, ça s'est passé? Parce que c'est vraiment quasi la même chose. Alors, moi, j'ai pris la pilule pendant des années, peut-être 15 ans, parce que j'avais des soucis d'endométriose. Donc, c'était le seul moyen de freiner l'endométriose. Et donc, quand j'ai arrêté la pilule, justement, je me suis dit, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps avant de tomber enceinte, le temps que la machine se remette en route. Et en fait, je suis tombée très vite enceinte. Et comme toi, alors moi, j'étais à la Réunion pour quand justement le test de grossesse j'ai vu le test positif, et comme toi, j'ai vraiment senti, alors que franchement, ça devait faire 2 semaines que j'étais enceinte, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai senti comme des petites, je sais pas, des douleurs articulaires. Mon ventre, il était tout dur. Enfin, voilà, je me suis dit qu'il y avait vous avez déjà des symptômes tout au début. Je connaissais bien mon corps et je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ouais. Vos conjoints étaient contents? Oui. Bon, très bien. Oui, un peu stressé, mais ça va, content. Moi, surpris, il s'y attendait pas du tout. Et du coup, donc on est là pour parler du cancer pendant la grossesse. Du coup, vous l'avez appris à combien de temps de votre grossesse? Comment ça s'est passé? Alors moi, en fait, j'ai découvert la masse début janvier. Tous les ans, en début d'année, je vais chez le médecin et je fais un gros check-up. D'accord. De cette année, du coup. Ouais, 2024. Et j'y vais, tout va bien, elle me prescrit un bilan et je rentre ensuite chez moi. Et 2-3 jours après, en fait, en allant me coucher, je passe ma main sur ma poitrine et là, je sens une masse. Donc, je fais à mon conjoint, je lui dis, je l'avais pas ça avant. Il me dit, non, tu l'avais pas. Je rappelle mon médecin, je lui explique et elle me demande de revenir la voir. D'accord. Et elle me dit, bon, je vais vous faire, effectivement, il y a une masse, je vais vous faire passer une échographie et une mammographie. Donc, je ne savais pas encore que j'étais enceinte, là. Ah oui, là, tu ne savais pas que tu étais enceinte? Non, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'était même pas 2 semaines avant. D'accord. Donc, elle me prescrit cet examen et je devais partir à Paris. Je me dis, je ferai les examens à mon retour. Vraiment, pas stressée. Entre-temps, j'ai appris... Donc là, tu étais à Paris chez ton amie, tu as eu les symptômes. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, ça s'est fait pratiquement en même temps, quoi. Et c'est ensuite, début février, je reviens, je fais l'échographie, pas de mammographie, du coup, étant enceinte. Bah oui. Et là, on me dit que j'ai une masse qui est suspecte. D'accord. Donc, on me dit, il va falloir aller faire une biopsie. La masse est suspecte. Ils me donnent le compte-rendu. Ils avaient noté ACR4. Donc forcément, la chose que tout le monde fait, on prend le téléphone, on regarde ce que c'est. Google. Et voilà. On sent que c'est pas bon. Ton ami, oui, c'est ça. Ou pas, ouais, à ce moment-là. On sent que c'est pas bon. Et en fait, l'instinct que j'avais eu de me douter que j'étais enceinte, j'ai eu le même instinct. Je me suis dit, ok, la masse est suspecte, c'est un cancer. Et tu t'es pas dit, c'est peut-être la grossesse, justement, du fait que ce soit diagnostiqué, ce soit très proche, les 2 dates, et tu savais qu'il y avait déjà des changements hormonaux à ce moment-là, parce que tu venais de tomber enceinte. Tu t'es pas dit à un moment, ça va de pair, en fait, c'est pas un cancer, c'est forcément parce que je viens de tomber enceinte et il y a des changements, tu t'es pas dit ça? Alors, je me suis dit ça au début quand j'ai vu ma gynécologue, justement, qui m'a dit, parce que pour elle, la masse, c'était rien. Elle a dit, mais par acquis de conscience, je vais vous prescrire des examens. Donc c'est vrai, je me dis, bon, c'est la professionnelle. C'est bien qu'elle ait fait ça. C'est ça. Elle doit savoir un petit peu, mais bon, on va aller faire les examens par acquis de conscience. Et je me suis dit, effectivement, après, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, c'est peut-être les hormones de grossesse. Mais voilà. Mais tu avais une petite voix au fond qui te disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait quelque chose. Et effectivement, avant même de faire la biopsie, je savais que... Alors, mon conjoint, je lui en parle, il me dit non, ne sois pas négative, tout ça. J'ai ma marraine qui avait eu aussi une masse ACR4 et au final, avec des examens complémentaires, elle était passée en masse ACR1. Donc, au final, c'était rien. Mais là, moi, je savais que je le sentais. Tu sentais qu'il y avait quelque chose? Je sentais qu'il y avait quelque chose. D'accord. J'ai jamais réussi à l'expliquer, mais au fond de moi, je savais. C'est ça. Est-ce que toi, du coup, tu peux nous dire comment c'est arrivé aussi Alors moi, j'étais à quasiment 6 mois de grossesse. D'accord. Donc ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais dans l'euphorie et à vivre ma grossesse à fond. Les aléas là, du premier trimestre étaient passés, donc j'étais vraiment en plein deuxième trimestre où on se sent en super forme. Voilà, on est vraiment dans les projets de
de bébé, donc à choisir le prénom. Et en plus, voilà, on n'a plus de nausées ni rien. Et en fait, c'est lors d'un examen chez mon obstétricienne. Donc ça devait être l'examen du 6e mois, où en gros, elle vérifie, échographie, le bébé va bien, super santé, voilà. Et puis là, elle procède à une palpation. Et elle me dit tiens, tenez, je sens une boule dans votre sein. Je vous l'avais signalé la dernière fois. Donc moi je dis ah non. En tout cas vous m'aviez rien dit à ce propos. Et donc tout de suite hyper rassurante, elle me dit non mais pareil, par acquis de conscience quand même, je vais vous prescrire une échographie. Et on était le 22 décembre 2022 à ce moment-là, donc c'était juste avant Noël. Et elle me dit bon, laissez passer les fêtes de fin d'année, c'est rien, mais juste pensez début d'année après Noël, jour de l'an, à faire l'écho. Donc moi j'y pense quasiment plus, même si alors je l'avais pas senti, mais à partir de ce moment-là, sous la douche, voilà, je sentais quand même cette petite boule à partir du moment où elle m'avait montré où elle était, quoi. Et mais je m'inquiétais pas, et surtout j'avais pas de douleur, il y avait rien de suspect à part ça. Et comme pour le coup moi j'étais enceinte depuis un petit moment. Depuis 6 mois, je me suis dit ça y est, les seins ils commencent à travailler, ils se préparent pour l'allaitement. Ouais, bien sûr. Exactement, ouais. Et donc mon obstétricienne n'était pas inquiète en plus, donc j'avais aucune raison de m'inquiéter. Et par contre, alors début janvier, je vais voir une radiologue pour l'échographie, et là elle se décompose totalement, elle me dit rien, et en fait je vois vraiment tête d'enterrement, quoi. Et elle me parle pas, et en fait elle va prendre son téléphone et elle appelle la secrétaire médicale qui est dans la pièce à côté, et elle lui demande de trouver une place en urgence pour sa petite patiente enceinte pour une biopsie. Et donc là, c'est moi. Je suis là. Ouais, je suis là à côté. Et non, mais c'est surtout que j'entends ce mot-là. Moi, je savais pas du tout ce que c'était une biopsie. C'est pas partie de mon vocabulaire. C'est normal. Vraiment, Et donc, elle raccroche, et pareil, elle me dit rien. Et donc, je lui dis, c'est quoi une biopsie? Voilà, je me revois lui dire avec un petit sourire gêné. Et donc là, elle m'explique que non, c'est pour justement analyser les tissus d'une tumeur. Et quand elle me dit ça, je fais j'ai une tumeur. Voilà. Donc c'est comme ça que j'apprends que j'ai une tumeur. Et puis de là après tout s'est enchaîné en fait. Biopsie, l'attente des résultats, et après l'annonce quand j'étais à 6 mois de grossesse. Qui te l'a annoncé du coup? C'est ton obstétricienne qui était avec. En fait, non, c'est la même radiologue qui m'a fait la biopsie. Elle m'avait fixé un rendez-vous 11 jours après. Donc, après avoir fait ma biopsie, pour récupérer les résultats. Et en me disant, voilà, dans le doute, il faut mieux venir avec quelqu'un. Donc, j'étais avec ma maman. Et en fait, elle me l'a pas vraiment annoncé. C'est moi qui lui ai prononcé les mots. Parce qu'on est arrivé avec ma mère. La secrétaire médicale nous fait rentrer dans la pièce. Tout sourire, hyper souriante. Elle nous dit qu'elle connaît les résultats, mais qu'elle peut pas me le dire et que c'est au médecin de me le dire. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive. Ouais, donc super, du coup, elle s'en va de la pièce. On se regarde avec ma mère, on se dit c'est une bonne nouvelle. Elle peut pas nous le dire parce qu'elle a pas le droit, mais clairement elle nous a fait comprendre que tout allait bien, quoi. Et là, je revois la même radiologue, la même tête. Que quand elle m'avait fait l'échographie, vraiment hyper fermée, elle parle pas, et elle commence à me demander de me déshabiller, et parce qu'elle va de nouveau m'examiner. Et là j'ai compris, quoi. Oui. J'ai compris parce que clairement s'il y avait rien eu, elle m'aurait rassurée tout de suite. Et donc il s'est écoulé au moins 5 minutes, il s'est passé 5 minutes au moins avant que vraiment elle commence à ouvrir la bouche, on va dire, et elle regardait avec sa sonde, et puis elle regardait sous les selles aussi. Donc là forcément pareil, mes recherches internet avaient montré que c'était pas bon signe forcément. Je me suis dit pourquoi elle va regarder sous mon aisselle. Oui. C'est qu'elle a vu un autre truc ailleurs. La biopsie, il y a des mauvais résultats. Et donc c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, vous attendez les résultats. On avait des doutes. Et effectivement, les résultats, ils sont pas bons. Et là, gros blanc. Et c'est moi, qui lui ai dit, du coup, c'est-à-dire j'ai un cancer. Et là, elle m'a dit, oui, vous avez un cancer. Et donc, c'est... Après, moi, c'était le blackout. Je sais pas, toi, l'annonce, mais... Ouais, comment ça s'est passé? Qui te l'a annoncé, toi, du coup? Parce que, pareil, t'étais enceinte d'1 mois, donc... C'est ça. Alors, moi, c'est mon médecin traitant qui me l'a annoncé. D'accord. Sachant que le radiologue qui m'avait fait la biopsie, je lui ai demandé, j'ai dit, les résultats, qui me les annonce? Il m'avait dit, si c'est pas grave, ce sera votre médecin traitant. Si c'est grave, c'est moi qui vous rappelle, il faudra revenir à l'Oncopole. Pas de souci. Donc moi, quelques jours après, mon médecin traitant m'appelle. Elle me dit, oui, Aline, je voudrais vous voir en rendez-vous. J'ai vos résultats.
Je lui dis, si c'est vous du coup qui m'appelez, c'est que c'est bon, les résultats sont bons. Et là, gros blanc au téléphone. Elle me dit le 29 février, donc la date est importante, le 29 février à 13h30. Je fais d'accord, je serai là. T'avais ça ajouté encore un détail. Le gros blanc, t'as pas essayé de lui dire mais pourquoi vous me répondez pas? Non, tu préfères être dans son silence. Son silence n'a fait que conforter. Bah oui. Ce que je savais déjà. Donc j'ai dit à Pierre, écoute, il faut qu'on aille voir le médecin. Et donc ce 29 février à 13h30, on a été voir mon médecin traitant. Elle nous fait rentrer, elle me demande comment ça va. Je lui dis ça va dépendre de ce que vous allez me dire. Et j'ai dit, par contre, n'y allez pas par 4000 chemins. Et elle s'assoit en face de moi, elle me regarde, elle me dit, vous avez un cancer du sein. Oh là là. Oh là là. Et là, j'ai senti mon conjoint qui m'a pris la main. Et le reste, après, j'ai essayé de retenir mes larmes. Et en fait, il y a 15 000 questions qui se passent dans la tête. Et surtout, j'étais en train de me dire, comment je vais l'annoncer au reste de ma famille? Bah oui. En fait, j'ai surtout pensé... T'avais annoncé ta grossesse déjà? J'avais annoncé la grossesse la veille à mes parents et à ma sœur. Oh là là, bah ouais. T'étais déjà toi aussi en train de culpabiliser et de te dire dans quoi je vais embarquer tout le monde. C'est ça. En fait, moi aussi, j'ai eu ce sentiment-là. On l'a toutes en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on se dit comment on va l'annoncer à ses proches, comment on va les rassurer. Et heureusement que vous étiez quand même en binôme. Avant, quoi. C'est ça, c'est que ça fait tu vois X semaines ou mois que tout le monde est dans l'euphorie de l'arrivée d'un bébé et là tu te dis il va falloir que que j'annonce ça à tout le monde, non, c'est un cauchemar, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, t'as pas eu peur qu'on te demande d'avorter puisque t'étais enceinte d'1 mois? Pour moi, c'était hors de question. Voilà, d'accord. Parce que toi, t'étais enceinte de 6 mois, mais toi, t'étais enceinte d'1 mois. Donc, du coup, voilà. Est-ce qu'ils t'ont posé la question? Est-ce que le médecin a abordé ce sujet? Ils en ont parlé parce que ça pouvait être une éventualité. En fait, ils attendaient vraiment de déterminer mon protocole de soins. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats, parce que j'ai refait une biopsie après, en fonction des résultats, ils allaient vraiment analyser la tumeur et voir s'il y avait un degré d'urgence à commencer la chimiothérapie aussitôt. Donc, j'ai eu la chance, non, j'ai pu d'abord avoir l'intervention et après la chimiothérapie. Donc, résultat, une fois que j'ai gagné 3 mois et après, au bout de 3 mois, la chimiothérapie n'est plus tératogène pour le bébé. Donc, j'ai pu attaquer la chimio et garder le bébé. Mais pendant l'attente des résultats, tout est en suspens. Donc, Et toi, tu t'es posé cette question ou pour toi, comme tu l'as dit tout de suite quand je t'ai demandé, moi, de toute façon, c'était non. Est-ce que toi, c'était je garde mon bébé quoi qu'il arrive? Oui, moi, je garde mon bébé quoi qu'il arrive et je me soignerai après. Ok. Ce qui forcément n'était pas le cas de ma famille. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire, et ton conjoint et ta famille, ils ont pensé, parce que du coup, ils te connaissent toi, pas le bébé. Voilà. Pour mon conjoint et ma famille, c'était moi d'abord. Bah oui, bien sûr. Et la grossesse, c'était secondaire. J'ai dit non. C'était ta santé en priorité, ouais. Parce qu'au final, on se pose la question, on se dit, on sait que la chimiothérapie, c'est quelque chose de très agressif. On se dit, est-ce que derrière, on pourra avoir des enfants? Et je me dis, je culpabiliserai toute ma vie si derrière, je ne peux pas avoir d'enfants, en fait, parce que la chimiothérapie, parce que j'ai choisi de me soigner. En fait, dans des moments pareils, on relativise pas assez, on priorise pas assez les bonnes choses, parce que des enfants, on peut en avoir par plein de façons différentes. Par contre, il faut être encore en vie pour s'en occuper. Pour s'en occuper, c'est ça. Ouais. Oui, mais peut-être que c'était aussi une façon de... Pas de ne pas réaliser, mais de se dire, bon, allez, moi je me concentre sur ma grossesse, le cancer, c'est un petit détail. C'est ça. On va s'en occuper, mais oui. Mais parce qu'ils t'ont dit, si par exemple t'avais pas démarré par la chirurgie et que t'avais dû démarrer par la chimio, est-ce que dans ces cas-là, ils t'auraient forcé à avorter? Je sais pas s'ils laissent le choix dans ces cas-là à la patiente ou si le choix est tellement dur qu'il leur impose... Ça dépend de l'agressivité aussi du cancer. On a déjà rencontré, nous, avec l'association des patientes qui ont dû avorter, mais parce que leur cancer était très agressif et qu'en fait, c'était vraiment le bébé ou elle. Donc là, vraiment, il y a une autre question qui se pose, en fait. Ça dépend vraiment des résultats. Après, je peux comprendre, par contre, que les proches pensent tout de suite à toi. C'est ça. C'est normal, en fait. Ils s'inquiètent. Donc...
Toi, t'as pas eu du tout cette question, étant donné que tu étais à 6 mois, la question s'est pas posée? Non, la question s'est pas posée. Par contre, moi tout de suite, elle m'a dit bon bah il va falloir. Moi, c'est mon protocole, il était clair dès le départ. C'était la chimio en premier. D'accord. Et donc, et comme on était en hiver à ce moment-là et que j'avais mon gros manteau, parce qu'en fait ça c'était après, c'est que la première fois que j'ai vu l'oncologue, c'était quelques heures après mon rendez-vous avec cette fameuse radiologue. Et en fait, elle m'a expliqué mon protocole. Elle me dit va falloir démarrer la chimio. Et j'avais un doute. Je me demandais si elle savait que j'étais enceinte. Parce que comme j'avais mon gros manteau et que j'étais à 6 mois, ça se voyait pas trop encore. Et c'est moi qui lui ai dit, mais vous savez que je suis enceinte? Et elle dit, oui, je sais, c'est compatible, voilà. Et moi, sur le coup, je lui dis, bah non. Non. Vraiment, je lui dis, non, je veux pas faire de la chimio. On va attendre l'accouchement. Et puis, je commencerai la chimio. Et là, en fait, elle m'a pas vraiment laissé le choix, quoi. Elle m'a dit, bah écoutez, en fait, elle m'a fait comprendre que si je démarrais pas maintenant, vu que c'était un cancer du sein grade 3 très agressif, bah on prend le risque que, bah très bien, mais l'enfant, voilà, peut-être qu'il aura pas de mère. Je sais plus comment elle me l'a dit, mais enfin, clairement, c'était ça. C'était urgent, quoi. Il fallait le faire maintenant, sinon on prenait vraiment un gros risque. Mais bon, bah elle m'a rassurée en me disant qu'à mon stade de grossesse, la chimio était compatible, mais ce que j'ai eu du mal à concevoir et à accepter, parce que bah voilà, depuis le début de ma grossesse, je prenais ni une goutte d'alcool, ni un sushi. Et puis j'imagine que maintenant vous êtes rodés sur le sujet, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, avant d'être malade, qu'on peut faire de la chimio en étant enceinte. Enfin, on se pose plein de questions. Est-ce que est-ce que le bébé va naître avec des cheveux? Est-ce que le bébé va être malade? Est-ce qu'il va avoir les produits? Enfin, je pense qu'on se pose toutes ces questions-là et c'est normal. Mais il y a même des choses qu'on comprend pas. On nous dit qu'on ne peut pas boire d'alcool quand on est enceinte parce que ça peut atteindre le fœtus. Par contre, on peut faire une chimiothérapie. Ouais. Oui, ça n'atteint pas. Des médicaments qui sont interdits pendant la grossesse. Tout à fait, c'est vrai. C'est juste un comprimé. Donc, tu dis, alors que tu as un produit qui est diffusé, qui passe comme ça dans tout ton sang et qui, toi, te met à terre, comment c'est possible qu'un fœtus, je sais pas, de 1 kilo, voire moins, n'ait rien? Enfin, et vous avez posé cette question? Il y en a une de vous qui l'a posée ou pas du tout? Oui, mais ils n'ont pas vraiment de réponse. Mais est-ce que vos enfants sont nés avec des cheveux? Oui. Bon, voilà. Déjà, première réponse. Moi, mon oncologue m'a dit que, enfin, en tout cas, à un certain stade de grossesse, t'as la barrière placentaire qui protège, voilà. Mais c'est sûrement pour ça que tu disais tout à l'heure tu pouvais commencer la chimio après. Oui, voilà, parce que du coup, il devait y avoir cette barrière placentaire. Que le premier trimestre, voilà, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est à ce moment-là que le bébé se forme. Bien sûr. Et à ce stade, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, d'avoir une chimio, ouais. Donc, du coup, toi, tu as commencé par l'opération. Tu as eu quoi? Tu as eu une tumorectomie, une mastectomie? Tumorectomie. D'accord. Et après, donc là, tu étais à quoi? 1 mois et demi de grossesse? 2 mois? J'ai eu la tumorectomie au mois de mars. Ouais, donc j'étais à 2 mois de grossesse. Et tu as commencé ta chimio, donc tu avais combien? J'étais à 3 mois. J'ai commencé après le mois d'avril. Ouais, donc juste après. Ok, c'est ça. Donc le timing était. Et du coup, tu as fait quoi? Tu as fait les chimios, les EC, tu as fait du Taxol, tu as fait. Alors, j'ai fait 4 séances d'EC. D'accord. Et là, je suis actuellement sous Taxol. J'ai 12 séances de Taxol. D'accord, ok. Toi, c'est pareil, tu as eu le même protocole? Moi, j'ai eu 4 EC, dont 2 enceintes. Après, j'ai accouché, donc il me restait 2 EC et j'ai eu 4 taxotères. Et ensuite, j'ai eu la mastectomie partielle, donc comment ça s'appelle, tumorectomie. Et après, j'ai eu encore 10 mois de chimio Kadcyla à la place de l'Herceptine, tu sais. Oui. Parce que comme à la NAPAT, ils ont vu qu'il restait des cellules cancéreuses, du coup, ils ont transformé le protocole, ils l'ont réadapté en fait, et voilà. D'accord. Et comment, du coup, tu as vécu ta chimio enceinte? Alors, étonnamment, je sais pas si toi, mais étonnamment, alors très bien sur le plan des effets secondaires. D'accord. C'est-à-dire que, bon, alors psychologiquement, c'est autre chose. Hein. C'est vrai que, voilà, on culpabilise, même si d'un côté, enfin, c'est hyper paradoxal parce que d'un côté, moi, j'avais l'impression qu'on formait un duo et qu'en fait, elle était vraiment là pour me soutenir, chanter des petits coups. Souvent, il y avait des moments clés comme ça où j'avais l'impression qu'elle me donnait des petits coups de pied. Donc, ça me donnait encore plus de force. Ouais. D'un autre côté, j'étais contente d'accoucher quand même pour ne plus lui faire subir les chimios, même si on me disait que c'était pas dangereux pour le bébé
bébé. Et puis non, pour parler des effets indésirables, les effets secondaires, les 2 EC que j'ai eu enceinte, je les ai très très bien supportés. Alors de ce que j'ai pu entendre, c'est bizarre, mais le bébé il nous protège un peu, on dirait. Oh, c'est trop mignon. Et par contre la troisième, donc après avoir accouché, alors j'en ai vraiment chié. Hein. C'était horrible. Et là, t'as eu tous les effets Et là, j'ai secondaires. compris ce que c'était la chimio vraiment à ce moment-là. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu as vécu une chimio plutôt sans effet secondaire? Exactement. Ah, c'est fou. Alors, mon oncologue m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'elle avait déjà rencontré quelques femmes enceintes. Et sous chimiothérapie, ces femmes-là avaient beaucoup moins d'effets secondaires. C'est dingue, hein, le Ouais, pouvoir. Ça nous protège, parce que c'est vrai que les EC, quand on regarde beaucoup de témoignages de femmes qui ont fait des EC, c'est violent. Hein. Donc c'est vrai que je te confirme. Moi, j'étais pas enceinte et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, donc oui, c'est violent. EC Taxotere, c'est violent, mais après, on est toutes différentes. C'est-à-dire qu'on peut parler même avec des femmes qui n'ont pas eu de grossesse pendant leur cancer, qui vont dire qu'elles ont très bien supporté les EC et pas le Taxol, et d'autres qui vont dire qu'elles ont très bien supporté le Taxol et pas le EC. Donc c'est vrai que... Mais je trouve ça hyper chou de dire que vos petits bébés vous ont protégé. Oui, exactement. Et moi, j'ai eu énormément peur, justement, après avoir accouché, quand j'ai repris la chimio, je me suis dit, si ça se trouve, je vais avoir des effets secondaires là, et je vais très mal supporter les séances qui me restent. Et ça va? Ça va. Bon. J'ai pas vu la différence. Tant mieux. C'est top. Et comment vous avez vécu on sait que la perte de cheveux, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour nous. Comment vous avez vécu le fait de perdre vos cheveux et d'être enceinte en même temps? Parce qu'en fait, c'est tellement... je veux dire, le côté enceinte, c'est là où on dit que la femme est la plus belle. Et perdre les cheveux sont les plus beaux. Ouais, voilà. Donc, du coup, comment vous avez vécu ça? Moi, je m'en rappelle en plus parce que tu dis les cheveux sont beaux quand on est enceinte. Moi, je me rappelle avant d'être diagnostiquée du cancer que j'avais une copine et elle savait que j'étais enceinte. Hein. Elle m'avait dit regarde pour quand tu auras accouché les compléments alimentaires pour les cheveux parce que moi j'avais perdu mes cheveux ou quasiment beaucoup de cheveux en tout cas après avoir accouché. Et quand j'ai repensé à ça après, je me suis dit si j'avais su, purée, enfin voilà quoi. Mais non, enfin moi pour ma part, bon, la perte des cheveux ça a été un vrai trauma et c'est vrai que il y a eu une période où c'était difficile parce que ça faisait trop d'un coup. Ouais, c'est un sacré changement de corps, quoi. Ouais. En fait, j'avais l'impression je me reconnaissais plus, j'avais l'impression de me réveiller dans le corps d'une autre. Parce que plus de cheveux, après les cils et les sourcils qui sont tombés, et les 15 kilos de grossesse en plus, même si, encore une fois, on l'a voulu. Mais ça faisait trop d'un coup, en fait. Et moi, j'avais peur aussi par rapport à mon conjoint, ce qui est débile, mais... Parce non, c'est on pas se dit, débile. Si c'est des mecs bien, ils sont pas avec nous pour ça. Hein. Bah oui. Mais tu te dis de prime abord, c'est moi j'avais les cheveux longs, j'étais plutôt fine, voilà. Et là, genre je suis chauve, avec 15 kilos énorme, de plus. avec donc en fait du coup mais tu portais la vie et tu luttais contre un cancer. Mais tu te dis comme toi, tu t'acceptes pas et tu te trouves moche, tu te dis non mais les autres, ils vont penser la même chose quoi. Déjà, n'ayant pas eu d'enfant, moi déjà j'avais effectivement du mal avec mon nouveau visage. Et à côté de ça, les femmes qui sont enceintes vont dire la même chose, qu'elles ont du mal avec leur nouveau corps. Alors j'imagine que les deux cumulés, oui, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est. Est-ce que toi ça a été pareil? Tu l'as vécu de la même façon? T'avais du mal à accepter ces deux. L'oncologue, quand elle m'a dit que j'allais perdre mes cheveux, je sais même pas ce qu'elle m'a dit d'autre lors de la séance parce que je me suis arrêtée sur ça. Je me suis dit, je vais perdre mes cheveux. C'est faux. Hein. C'est fou parce que parfois on nous annonce qu'on va perdre un sein et nos cheveux et tout de suite on préfère. Enfin, c'est nos cheveux auxquels on pense alors que en fait c'est des cheveux. Parfois c'est même plus violent d'entendre chimiothérapie parce que tu sais que ça va être la perte de tes cheveux que le cancer quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Donc là, toi, ça a été un vrai trauma, pareil. Le trauma. J'ai refusé de me raser la tête. D'accord. Donc, du coup, j'ai pris parti de voir mes cheveux tomber au fur et à mesure. Mais à en faire des cauchemars, à me réveiller en pleine nuit, à regarder, à prendre mon téléphone avec la lampe torche, regarder voir s'il n'y avait pas des cheveux sur l'oreiller, si j'avais pas tout perdu d'un coup. Parce qu'on nous dit, vous allez perdre vos cheveux. On sait pas, en fait, si on va tout perdre d'un coup, si on va perdre par poignée. Puis chaque personne est différente. Et au final, ça a été par poignée. Je me brossais les cheveux matin et soir. Et ce qu'ils nous disent, faut quand même vous brosser les cheveux parce que de toute façon, vos cheveux, ils vont tomber, quoi qu'ils vont tomber. Et je remplissais des lavabos. Et tu avais ton ventre qui commençait à pousser, quoi, c'est ça? Est-ce que tu regardais quand même ton ventre ou tu étais focalisée sur les effets de la chimio et sur les cheveux? Je regardais mon ventre et c'est peut-être bête, mais je me suis dit, mon bébé, il va naître.
Déjà, il aura plus de cheveux que moi. Mais c'est surtout qu'il va avoir une maman chauve, une maman sans cheveux, une maman malade. Puis, pour moi, la perte de cheveux, ça signifiait que j'étais malade. Que ça allait se voir, que tout le monde allait voir que j'étais malade. D'accord. Alors que c'est quelque chose que j'essayais de cacher. Je continuais à essayer de prendre soin de moi, à me maquiller, à m'habiller. J'essayais de me booster. En fait, j'ai pris parti de toute façon d'être dans une optique, ça va aller. Oui. Ça va aller parce que je me suis dit, si je commence à m'apitoyer sur mon sort, je vais pas m'en sortir. Et je voulais pas non plus que ça me bouffe et surtout d'être négative au point que ça allait avoir un impact sur mon bébé. Donc je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut y aller, quoi. C'est un combat, je monte sur mon cheval et j'y vais. Ouais, c'est bien, t'as raison. Et puis, comme vous avez dit toutes les deux, vous étiez deux dans ce combat. Et donc, du coup, forcément, je pense que ça donne encore plus de force, ça, c'est sûr. Mais en fait, on se bat pas que pour nous, on se bat aussi pour le bébé qu'on attend. Et du coup, quand ton ventre a poussé, t'étais quand même contente, ou non, toujours, ça avait ce regard où tu voulais pas te regarder. Non, j'étais contente. Je faisais une obsession sur mon ventre, justement. J'étais là. Il a grossi, mon ventre, il a grossi. Hein. Je ne regarde plus mes cheveux, je regarde que le ventre. C'est un peu ça. Ça aide aussi beaucoup à relativiser, à se dire, on a quand même quelque chose de joli sur nous, parce que c'est ça, en fait. On finit par se trouver moche. Et puis même après, quand ils sont là, déjà quand on les porte, mais après quand le bébé il est là, c'est un peu ça aussi qui nous a, nous raccroche, qui nous permet de garder la tête hors de l'eau et qui nous raccroche à la vie. Et voilà, moi je sais quand elle me faisait des petits sourires ou quand je jouais avec elle, je pensais pas du tout, j'oubliais presque la maladie en fait. C'est voilà, et comme tu dis, ça donne une raison de plus de se battre dans le sens où déjà on se dit on est jeune, à n'importe quel âge, hein, d'ailleurs, on n'a pas envie de mourir, quoi. Donc, on a envie vraiment de s'accrocher et d'essayer de positiver. Mais là, il y a encore une raison supplémentaire parce que ça y est, on devient maman. Et du coup, c'est hors de question que notre enfant grandisse sans mère. C'est pas surtout possible. que vous avez dit, autant l'une que l'autre, que vous vouliez être mère depuis toujours. Donc, c'est vrai que c'était le plus beau, censé être le plus beau jour de votre vie. Bon. Mais c'est ça. Et puis, tu te dis, alors, je fais un enfant, mais est-ce que je vais être là jusqu'à quel âge? Moi, je me dis, au début, quand je savais pas si les chimios allaient marcher, parce qu'au début, on nous dit pas. Moi, on m'a pas dit. On m'a dit, normalement, maintenant, on sait quel protocole pour votre type de cancer. Voilà quel protocole est censé fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce doute. Est-ce que ça va marcher? Et moi, je me disais, non, mais c'est hors de question parce que jusqu'à quel âge? Je vais pas juste faire un enfant pour ensuite. Oui, bien sûr. Je veux le voir grandir, quoi. C'est ça. Je vais être là dans les moments de sa vie importants. Comme mes parents ont pu l'être pour moi. C'était hors de question de baisser. Et d'ailleurs, c'était ma question. Comment ils le vivaient, vos parents ou vos proches, d'ailleurs, votre famille, vos amis, de vous voir enceinte et de vous voir aussi malade? Alors moi, je sais qu'ils ont essayé de me préserver et je crois qu'ils ont dû pleurer une fois devant moi, donc au tout début, lors de l'annonce. Mais après, je sais que j'ai entendu... mon papa qui disait, ou ma mère, je crois, il se disait, on craque aujourd'hui, mais après, on est là avec elle. Et donc, c'est vrai que, ils faisaient bonne figure devant moi, mais moi, j'essayais de beaucoup les préserver aussi, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'avais cette culpabilité aussi de me dire, mais dans quoi je les embarque? Parce que, le cancer, en fait, il ravage tout, quoi, sur son passage. C'est mon combat, mais c'est le combat de toute la famille, en fait. On entraîne tout le monde. C'est ça. Et moi, je me dis, putain, j'embarque tout le monde dans cette merde, quoi. Ouais, vraiment, c'est vrai que c'est ça. Mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est ça, même sans grossesse. Alors, c'est vrai qu'avec une grossesse en plus, j'imagine l'inquiétude qu'ils ont, en fait, autant pour leur... par exemple, on va prendre les parents, autant pour leur petit-fils ou petite-fille qui va naître, que pour leur propre fille, quoi. Et en plus, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais du coup, comme on devient maman, on se rend encore plus compte qu'est-ce que nos parents doivent... L'inquiétude. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est horrible, ton enfant qui est malade. Et moi, je la voyais, ma maman, elle était complètement démunie, quoi. Ils savent pas trop quoi faire pour nous. Mais moi, je préférais que ce soit moi que elle, par exemple, qui l'est, parce qu'on a l'impression d'avoir les rênes. Bien sûr. Tu vois, on est dans le contrôle et on se dit, c'est bon, moi je gère. Que d'imaginer notre mère, par exemple, ou une proche dans la même situation, tu sais pas trop quoi faire pour l'aider parfois. C'est pas facile d'être aidant, ça c'est sûr. C'est parfois plus facile pour nous, en tout cas, d'être malade que d'être à côté et de tenir. Et toi, c'est pareil, tes parents, et c'était dur pour eux? J'imagine que oui. Oui, ça a été
surtout, en l'espace de 12 heures, je leur ai fait vivre les montagnes russes. Ils sont arrivés à la maison, on leur avait fait la surprise, on leur annonce qu'on attend un bébé. Et 12 heures après, je les vois et je leur dis, j'ai un cancer du sein. Mais ils ont même dû faire comme toi, ils ont dû se dire, c'est pas possible. C'est ça. Déni au début, je pense, parce que oui. J'ai même pas eu besoin, je suis arrivée, ils étaient chez ma cousine ce jour-là, ils attendaient qu'on sorte du médecin. Et je suis arrivée, je me suis mise à pleurer, ils ont tout de suite compris. Qu'il y avait un problème, oui. Bien sûr. Après, je leur avais dit aussi que je pensais que le résultat allait être positif, mais bon, on espère toujours, on a toujours une petite lueur d'espoir. Pour le reste de ma famille, c'est pareil, personne ne savait que j'avais cette masse, que j'étais enceinte, donc j'ai pris parti. 2 annonces énormes d'un coup. Ouais. Quoi. Et j'ai pris parti d'annoncer ça à toute ma famille le jour même. D'accord. Ouais, donc, tu leur as annoncé les 2 ? Oui. Et t'as commencé par lequel, du coup, parce que j'ai commencé par le cancer. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Ouais. Ok. Je leur ai dit que on venait de me détecter un cancer du sein, mais que on avait aujourd'hui une bonne raison de se battre parce qu'on attendait aussi un bébé. Oh, c'est trop mignon. Bah donc, oui. Et t'as pas eu de jugement, t'as pas eu de parfois de mots qui t'ont peut-être blessé, ou parce que c'est pas facile même pour quelqu'un qui connaît rien de voir quelqu'un qui est enceinte en chimio. Donc de la part de ma famille, non. D'accord. Après, ce que je regrette, c'est que j'ai dû banaliser, je sais pas toi, mais c'est un peu ce que eux ils pouvaient ressentir. C'est-à-dire que je me suis dit, moi ça va, je vais tirer tout le monde vers le haut, donc eux il faut qu'ils aillent bien aussi. Et je me suis pas vraiment posé la question à savoir comment eux ils vivent. Est-ce qu'ils sont effondrés au fond d'eux j'avais besoin de positif. Parce que aussi, je pense qu'on a une telle charge mentale à ce moment-là. T'as pas envie de gérer les émotions des autres, c'est quoi. Ça. Enfin, c'est pour ça aussi, tu vois, on parlait de la perte des cheveux tout à l'heure. Moi, alors déjà, j'arrivais pas à me voir devant le miroir, mais aussi c'était une raison pour laquelle je camouflais tout ça parce que j'avais pas envie de voir de la tristesse dans le regard des gens, de gérer leurs émotions. Donc je préférais limite que ce soit l'handicap invisible, mais que j'ai l'air normal, plutôt que de me montrer comme ça crâne nu, vraiment ne pas me maquiller et tout, et justement avoir cette charge supplémentaire à devoir rassurer les autres. Je pense que quand on déjà est c'est dur de gérer ses propres émotions. Mais c'est pour ça. Mais après parfois c'est tellement différent chez chaque personne, dans chaque famille. Enfin c'est vrai que des fois il y a même des jugements de personnes qui je pense sont pas méchantes mais qui sont quand même posées. Peut-être t'en as pas eu non plus, ça va ? Non, mais alors moi ce que je trouvais dur, c'est que moi j'ai quand même eu une bulle, on va dire agréable pendant 6 mois. Du coup, toi, ma pauvre, t'as eu les 2 en même temps. Moi, il y a quand même eu 6 mois où j'ai pu profiter quand même de ma grossesse. Mais du coup, ça a été hyper violent parce que ça faisait 6 mois que j'étais, vraiment dans sur mon petit nuage. Ouais. Voilà, vraiment sur mon petit nuage et à me dire c'est bientôt mon congé maternité. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mater les épisodes de Desperate Housewives, je vais tous me les refaire. Je faisais mes plans et tout. On était à choisir les berceaux. J'étais en chimio à la base, du coup, voilà. Mais et non, et du coup en fait c'était violent parce que du coup le jargon ça passe de berceau, couche, bébé à d'un seul coup tumeur, biopsie, opération, chimiothérapie, voilà. Et en fait les gens qui avant prenaient de mes nouvelles par rapport au bébé, ils me demandaient limite des nouvelles de ma tumeur en fait, comme si c'était elle mon bébé quoi. Et ça et limite mon bébé passait au second plan. Alors que il me restait 3 mois normalement avant d'accoucher. Et en fait j'avais l'impression que, et encore une fois je leur en veux pas, mais j'avais vraiment l'impression que pour la plupart des gens ils s'inquiétaient, ils faisaient passer quelque chose de grave avant. On a envie de, je sais pas comment expliquer, mais en gros, t'as pas vécu ta grossesse comme si t'avais pas été malade. Là, c'était vraiment. En fait, on est plus interpellé par un cancer que par elle est enceinte. Mais en fait, le numéro 1, le négatif passe avant. Oui, mais parce qu'ils étaient sûrement inquiets. Ouais. C'est sûrement l'inquiétude qui prend le pas dessus. Alors que toi, pourtant, dans cette période, tu fais tout pour justement te raccrocher à la vie, aux choses positives. C'est ça. En fait, c'est qu'on se met des œillères et on veut se protéger nous. Avant, on est égoïste un petit peu et il faut l'être de toute façon. Et on se demande pas comment les autres peuvent nous aborder, parce que un jour ils vont nous parler du cancer, on va dire mais ils se focalisent que sur le cancer, ils s'occupent même pas de notre grossesse. Un jour ils vont nous parler de la grossesse, on va dire mais ils oublient que j'ai un cancer
Et c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu as eu l'impression de vivre une grossesse ou est-ce que tu as eu l'impression que ta grossesse, même pour toi, passait au second plan? J'ai eu l'impression de vivre une grossesse pathologique, c'est-à-dire qu'il y avait la maladie toujours associée derrière. D'accord. Parce qu'à chaque échographie, forcément, ils sont un peu plus pointilleux. C'est des mesures, des calculs. C'est des inquiétudes parce qu'ils trouvent que le bébé est trop petit. Ouais, t'avais peur pour ton bébé et des fois tu t'oubliais, je pense même, non? Enfin, c'est... On s'oublie et on se met dans une bulle. Vraiment, moi j'allais à mes échographies, je me mettais dans une bulle, c'est-à-dire que je me suis dit, peu importe ce qu'elle me dit, ça va juste impacter ma bulle, mais il faut pas que ça la perce. D'accord, trop mignon. Parce que alors déjà, arriver en chimio quand on est jeune, on a tous les regards. Alors arriver en chimio quand on est jeune et quand on est enceinte, là, j'imagine que oui. Moi, par exemple, je regardais mes pieds. En fait, je regardais par terre parce que j'avais peur de croiser le regard de quelqu'un parce que je sentais tous les yeux sur moi. Et vraiment, je me disais, limite, c'est eux qui vont te faire pleurer, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là, avec son gros bide. Enfin, elle s'est trompée de département. Et en fait, je regardais personne jusqu'à ce que j'accouche parce que j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui me dise, mais attendez, mais vous êtes de la chimio, vous êtes trompée, mais vous êtes enceinte. Enfin, j'avais pas envie d'en parler, en fait. Les regards qui disent c'est pas normal, quoi. C'est ça, on est un peu la bête de foire. Hein. Oui, c'est ça. T'as ressenti la même chose? Ouais, on nous pose beaucoup de questions, mais comment c'est possible? D'accord. Ouais. J'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas. Dans ce cas-là, tu dis, mais tu sais quoi, il est là, l'oncologue, donc tu vas lui demander, d'accord, merci. Mais toi aussi, t'as senti ça. Est-ce que toi aussi, t'es allée en chimio, pareil, en regardant tes pieds, en étant mal à l'aise, ou t'avais plus des regards de compassion et tu t'étais OK avec ça? Oui, c'était quand même beaucoup de regards de compassion. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Voilà. Mais après, c'était un petit peu cette curiosité. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je regardais mes pieds, parce que je voulais pas qu'on me pose de questions, quoi. Enfin, je savais que si je croisais le regard de quelqu'un, ça allait vu monter les l'émotion. regards interrogateurs, ils allaient me poser la question. Mais vous êtes enceinte ou machin? Bah oui, il fallait expliquer. J'avais vraiment pas envie de. Ouais. On se sent un peu jugé, mais comment en fait tu peux infliger ça à ton bébé? Oui, c'est ça. Et puis en plus, déjà ils te disent, si en plus. Mais ils te stressent en plus, quoi. Mais ça fait rien pour le bébé. Ouais, c'est ça. Merci, exactement. Mais bon, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Tu as parlé tout à l'heure d'opération et que tu étais enceinte. Oui. Mais du coup, ça m'a. En fait, je me suis dit, il faudra qu'on y revienne parce que. Donc, du coup, ils peuvent opérer une femme enceinte? Ils peuvent opérer, oui. Et du coup, il faut. J'ai été anesthésiée. En local? Non, en général. D'accord. Ah, ok, d'accord. Oui. Et tu as eu une tumorectomie alors que tu étais enceinte? C'est ça. Ok. Ah oui, non, mais. Non, mais c'est. Quand tu as accouché, on en parlait tout à l'heure. C'était anesthésie générale aussi. Ouais. Donc, tu as eu 2 anesthésies générales sous chimiothérapie. D'accord. Alors, est-ce que d'ailleurs, vu qu'on parle d'accouchement, est-ce que du coup, est-ce que tu peux commencer à nous raconter comment ça s'est passé? Alors, moi, ils avaient prévu, donc je pense que toi aussi, de déclencher l'accouchement parce qu'ils voulaient espacer les chimiothérapies, étant donné qu'il y a quand même un risque hémorragique assez élevé à cause des chimiothérapies. D'accord. Comme tu as moins de globules blancs aussi après une chimio, en gros, ils provoquent l'accouchement avant pour que vous puissiez enchaîner très vite la chimio derrière, quoi. En fait, ils stoppent la chimio une semaine avant l'accouchement. Ah, d'accord. Tu démarres quand même la chimio, alors en fonction de ton stade de grossesse. Comme on disait tout à l'heure. Mais ils disent, moi par exemple, ils m'avaient programmé l'accouchement entre chimio 2 et chimio 3, tu vois. D'accord. Et à telle date, comme ça, c'est suffisamment espacé. Mais c'est quoi? C'est au 8e mois, au 9e mois? C'est le 8e mois à peu près. 8e mois, ouais, d'accord. 8e mois. D'accord. De toute façon, ils nous disent d'emblée qu'on n'ira pas au terme de la grossesse. D'accord, ok. Ils préfèrent garder un certain contrôle. Donc, ils m'avaient dit ça sera aux alentours du 19 septembre à peu près qu'on doit vous déclencher. Donc, pas de souci. Donc là, les échos sont quand même assez rapprochés. On a un suivi particulier. Du coup, c'est quand même un des avantages, c'est qu'on a des échographies beaucoup plus souvent. Vous voyez plus votre bébé. C'est ça. Il y a quand même certains avantages. Ça, c'est cool, ouais. Il faut les dire. Exactement. Et en fait, moi, début août, j'ai commencé à perdre du sang. D'accord. Donc, j'ai été hospitalisée. Et l'hospitalisation, généralement, ils commencent à faire toutes les injections nécessaires pour maturer les poumons du bébé. Ils prennent pas de risques. Et donc, ils m'ont gardée en observation quelques jours. Ils m'ont mis sous perfusion pour stopper les contractions, alors que je leur disais, mais je n'ai pas de contractions. Ah oui, tu ne sentais pas? Non, je ne les sentais pas. Et donc, le jeudi 8 août,
Les contractions sont arrivées. Ils avaient arrêté la perfusion pour les stopper. Là, elles sont arrivées et tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire que je continuais à perdre du sang. Et donc, ils m'ont dit, vous allez appeler votre conjoint et on va vous descendre en salle de travail. Et c'était une hémorragie que tu faisais ? Oui. D'accord. Donc, ils ne savaient pas vraiment la cause de cette hémorragie, d'où ça provenait. Ils n'arrivaient pas trop à voir avec les premières échographies qu'ils m'ont fait en chambre. Ils m'ont dit, voilà, on va vous descendre en salle de travail. Je me dis, mais je suis à 32 semaines, c'est beaucoup trop tôt. C'est 7 mois, c'est ça ? 7 mois. Normalement, c'est ça. Et tu devais être déclenché au moins un mois après. Ouais. Un mois après. Donc, je me suis dit, là, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, il est trop petit, quoi. Il est trop petit. Qu'est-ce t'avais eu qui va beaucoup se passer de chimio à ce moment-là J'étais rentrée à l'hôpital le lundi. J'aurais dû avoir ma chimio le mardi. Mais du coup, je pensais qu'ils allaient me transférer sur l'oncopole pour aller faire ma chimio et revenir à l'hôpital. Non, ils ont fait sauter la séance de chimio. Ok. Donc déjà, je me suis dit, bon... Ouais. Ça limite un petit peu le risque suivant ce qui va se passer. Et donc, je suis restée 2 bonnes heures en salle de travail. Ils continuent à m'injecter tous les produits pour maturer le bébé. Je me suis dit, ça sent pas bon du tout. Ils m'ont dit, on essaye surtout de stopper vos saignements. Ils n'ont pas réussi. Et au bout de 2 heures, ils m'ont dit, on part en césarienne d'urgence parce que je ne supportais plus les contractions. Et ils avaient fait le nécessaire. Et c'est surtout que je continuais à perdre beaucoup, beaucoup de sang. Ouais, donc là, c'était très inquiétant pour toi aussi, quoi. Oui, là, ils disaient rien, mais leur silence en disait long. D'accord. Donc, je pars au bloc pour une césarienne, donc sous rachis-anesthésie. Et là, pas de chance, la rachis-anesthésie ne fonctionne pas. Ils m'ont dit, on est désolé, on est obligé de vous endormir. Et ça, comment ça se fait ? Enfin, c'est lié à quoi ? Que la rachis-anesthésie ne fonctionne pas, ça peut ne pas fonctionner des fois. Est-ce qu'il y a eu un problème lors de l'injection Donc là, anesthésie générale. Anesthésie générale. Et ils t'annoncent que ton bébé va naître, quoi. Ah, mon bébé va naître. Oh là là. Donc, oui. Donc, tu savais, oui, qu'il t'endormait et que quand tu allais te réveiller, mon bébé était là, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait une hémorragie en plus lors de la césarienne. Ils ont dû me transfuser. Donc, ils étaient pas sereins. Bah oui. J'ai vu la gynécologue. Mais et toi, dans tu la te chambre. sentais sûrement faible ou même pas ? C'est eux qui étaient pas sereins, mais toi, ça allait physiquement Je pense qu'il fallait surtout que la douleur s'arrête. J'avais vraiment mal et du coup, j'avais peur pour le bébé. Ils me faisaient des monitorings et des échographies qui montraient que le bébé allait bien. Mais toi, tu sentais que ton corps, ça allait pas, quoi. Mon corps, je me suis dit jusqu'où je vais pouvoir tenir. Bien sûr. Donc là, anesthésie générale. Ouais. Ok. Et tu te réveilles ? Je me réveille, salle de réveil. Et là, j'ai pas mon bébé à côté de moi. Donc, est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il va bien, quoi ? C'est ça. Donc, j'ai de la chance, mon conjoint a pu me rejoindre en salle de réveil. Il m'a dit que le bébé allait très bien, qu'il était donc en néonate, en réanéonate, parce que il avait eu quand même eu des soins, il était tout petit. Mais que voilà, il avait pu le voir, il avait pu faire du pot à pot avec lui. Donc, ça rassure. Et toute la journée, j'étais là. Et quand tu t'es réveillée, en plus, t'as dû toucher ton ventre, j'imagine. Non, c'est un réflexe peut-être que t'as eu. En fait, ça fait bizarre de se réveiller, de se dire. Il est plus dans mon ventre. Je suis maman, quoi. Oui. Mais où est mon bébé ? Où est mon bébé ? Ouais, c'est clair. Déjà, un bébé préma, les mamans disent que c'est compliqué. Alors là, avec tout ce qui était arrivé, c'est... Et moi, ma question, c'était quand est-ce que je vais pouvoir aller le voir ? Ouais, je veux le voir, bien sûr. Donc, je voyais, il n'y avait pas trop de monde en salle de réveil. J'étais, bientôt, on va me remonter dans la chambre. J'arrive dans la chambre, pas mon bébé. Oui, il est en réa. Quand est-ce que je sonne ? Quand est-ce que je peux aller le voir ? On va faire déjà un premier lever. Donc, le problème, c'est que le premier lever, j'étais tellement impatiente d'y aller. Forcément, les constantes ne suivent pas. Ma tension était trop basse. Ils m'ont dit, il faut vous recoucher et attendre. La frustration. Ouais. J'ai attendu 12 heures avant de voir Jules. Et Jules, lui, il allait bien. Quand il est sorti, ça allait ? Ça allait. C'était un tout petit bébé, j'imagine. Un petit bébé d'1,5 kg. Oh là là. Mais il allait bien. Toute petite crevette, il allait bien. Il a eu besoin d'oxygène forcément pour respirer. Il a très vite été sevré en oxygène. La réa, il y est resté 24 heures. Après, il est passé juste en service de néonat, en incubateur. Mais on pouvait aller le voir, le porter. D'accord. C'était rassurant. Déjà, on a eu le droit aussi, de pouvoir le porter sur nous. J'ai pu faire du pot à pot aussi avec mon fils. Et la première fois que tu le vois, du coup ? Alors, la première fois que je l'ai vu, ça reste une césarienne. Et comme beaucoup de mamans qui ont eu des césariennes, sur le coup, on ne se rend pas compte que c'est notre enfant, en fait. Bah oui. On sait qu'il n'est plus dans notre ventre. On voit qu'il est devant nous, mais je ne me suis pas sentie maman aussitôt. De suite ? Ouais. D'accord. Il a fallu un petit temps pour... le lendemain. D'accord.
Donc, c'était... en y repensant, c'est quand même un peu blessant, parce que c'est vrai qu'on nous vole un peu ce moment-là. Enfin, Bah oui, bien sûr. on se rend pas... On n'a pas... C'est pas du tout l'image de l'accouchement. Que j'avais imaginé, ça Ouais. c'est sûr. Surtout que ma gynécologue me disait, oui, il faut faire un projet de naissance, me le transmettre. Alors, j'avais fait un joli projet de naissance, tout Déjà beau. qu'en plus, je pense que ta grossesse, tu l'avais pas du tout imaginé comme ça. Et en plus, jusqu'à l'accouchement, C'est ça. Bah, tu fais dans l'originalité, on va dire. Ouais, C'est journée chimio et le lendemain, échographie. Bah oui. Ça a été un quotidien. Mm. Et du coup, alors aujourd'hui, on peut dire que Jules va bien parce qu'il est là avec nous. Oui. Tu es venue avec lui et on est trop contente de l'avoir rencontré parce que c'est un bébé warrior aussi quand même. Hein. Donc, Oui, on a des lui bébés aussi, warriors. voilà, lui aussi Ouais. commence dans la vie, bravo. Tout s'est bien passé après. Vous êtes sortis. Donc, il est resté 1 mois en néonate, donc sur Toulouse, d'abord dans un grand hôpital, et après, il a été transféré à Montauban, à côté de chez nous. Donc, Est-ce que tu allais encore en chimio? Oui. Voilà. J'ai repris les chimios, donc c'est vrai que c'est un peu dur, surtout quand il a été à Montauban. Moi, je partais en chimiothérapie sur Toulouse. Je me dis, je m'éloigne vraiment de lui. Et tu pouvais même pas aller le voir. Enfin, si, tu allais quand même le voir. Là, l'instant de maman prend le dessus, c'est-à-dire que là, ça donne de la force. j'allais en chimiothérapie le matin, je rentrais à la maison, je dormais 2 heures, et après, je prenais la voiture et j'allais le voir. Ouais, bien sûr. C'est... Et juste une dernière question, ton conjoint dans cette histoire, parce que lui aussi, il avait quand même une femme qui allait en chimio et un bébé qui était en néonate. C'est ça. Bah, il est là aussi. Oui, il est là aussi, on l'a rencontré. Je suis bien accompagnée. Lui aussi, les warriors. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à nous, on parle souvent de nous en tant que patiente, en tant que personne qui avons un cancer, mais surtout le plus grand bravo, le plus grand respect, ça revient à nos conjoints qui subissent. Qui ont assuré. Mais il est aussi, devenu papa et il y avait ouais. aussi ta femme qui était du coup en plus en césarienne avec une anesthésie générale. Enfin, C'est j'imagine ça. qu'il a eu tellement peur pour toi. C'est Peur, oui, parce qu'au final, même Jules étant tout bébé, c'est impressionnant. On a des photos de lui à la naissance. Les prématurés sont intubés, ventilés. Ils ont les sondes qui leur sont posées, les cathéters. Et ils sont mis aussi dans des sacs plastiques pour les réchauffer. Oui. ouais, donc quand tu vois ton bébé la première fois comme ça. C'est ça. Et ils lui ont dur, apporté dans les bras comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant. On en a parlé après. Ça l'a beaucoup choqué. Et puis, la peur aussi que moi, je me réveille pas, tout simplement. Bien sûr. Et qu'il puisse perdre Jules et puis toi. moi aussi. C'est vrai que C'est compliqué. Cette épreuve, enfin que ce soit grossesse, cancer, les deux en même temps, c'est vraiment un puissant révélateur de ceux qui nous entourent, nos conjoints en l'occurrence. Et d'ailleurs, on le sait, il y a énormément de femmes malheureusement qui se sont quittées après l'annonce d'un cancer du sein. Moi, je sais pas si tu avais vu ça, mais j'avais vu aussi que la naissance d'un enfant, ça pouvait aussi mettre le couple à rude épreuve. Bon, là. Et alors là, je m'étais dit, Double peine. franchement, si on survit à ça, un cancer et un bébé, c'est que c'est bon, on a vraiment les bonnes personnes dans nos vies. C'est pour la vie, c'est bon. Ouais, non, et On dit pour le meilleur et pour le pire. Bon, voilà. Là, au moins, On a fait le tout pire, est fait, c'est bon. le meilleur nous attend. aussi avec l'arrivée du bébé. Voilà. C'est ça. Et toi, comment c'est passé? Donc, tu as accouché, du coup, pareil, ce déclenchement, comment ça s'est passé? Alors, moi, c'était prévu aussi. Enfin, le déclenchement était prévu. Et comme toi, en fait, j'ai pas été déclenchée. Donc, sauf que moi, elle est née. Alors, c'était une petite prématurée, c'est-à-dire que j'étais à 36 semaines et 4 jours et on devait me déclencher à 37 et à partir de 37, ils considèrent que 1 mois avant, l'enfant n'est plus prématuré. D'accord. Donc il lui manquait quelques jours, on va dire, mais en fait, elle est arrivée toute seule parce qu'on devait me déclencher donc le 13 mars 2023 et en fait, pile une semaine avant, j'ai vraiment eu l'accouchement que je voulais dans le sens où j'arrêtais pas de me culpabiliser. En fait, j'arrêtais pas de me dire, ok, alors déjà, j'ai un cancer enceinte, donc du coup, je fais de la chimio enceinte. Ensuite, je vais pas pouvoir l'allaiter. Et là, en plus, c'est encore un truc qu'on va décider pour moi. Donc, on va décider de la date de l'accouchement et donc de sa naissance. Du coup, j'arrêtais pas de dire, ça serait tellement bien si elle pouvait naître le dimanche, parce qu'on devait me déclencher le lundi matin. Et en fait, le dimanche, je perds vraiment les os. Mais le dimanche de la semaine d'avant, du coup, et j'étais là, oula, c'était pas prévu, ça, voilà. Mais je perds les os vraiment comme dans les films.
Et là, j'étais quand même contente parce que je me dis, il y a eu un peu de magie, tu vois, malgré tout, enfin voilà, cette parenthèse, on va dire, complètement désenchantée et qui m'a un peu volé ma grossesse. Je me dis, bon, bah, il y a eu un petit peu de magie et elle m'a entendue. J'avais vraiment l'impression qu'elle m'avait entendue et qu'elle était en mode, non, mais comment ça, on va décider non, c'est moi qui décide. Et donc, du coup, voilà, et elle est née le lundi 6 mars, au lieu du lundi 13 où on devait me déclencher. Et donc, du coup, t'as accouché naturellement? Ouais, voix basse. Et comme c'était une petite crevette aussi, alors elle était un petit peu plus grosse quand même, forcément, vu qu'elle est née à 8 mois. Et toi, c'était quand même avant. Mais elle faisait 2,3 kg. Donc, du coup, même pas besoin de point de suture, rien. Elle est passée comme une lettre à la poste. Donc, on va pas se mentir, mais voilà, avec tout ce qu'on avait subi, les chimios et tout ça, c'est ça de prix quand même si on n'a pas à avoir des points de suture et tout. Enfin, moi, je prenais, hein, y a pas de souci. Et du coup, la rencontre? Et alors, la rencontre, c'est assez drôle, ça va peut-être vous faire rire, mais en fait, quand on me l'a posée sur moi, j'ai eu un moment où j'ai eu peur parce que elle avait la tête en pain de sucre. Je sais pas si vous savez ce que Non. c'est. Et en fait, c'est comme j'étais en train de pousser, j'ai poussé un bon moment quand même. Elle a mis 7-8 heures à sortir et j'ai poussé pendant au moins 1 heure. Et en fait, quand l'enfant est trop longtemps, on va dire, ou un certain temps dans le col de l'utérus, et la tête qui est malléable, on va dire, prend la forme donc un peu allongée, tu vois, genre et un peu alien, mais quoi. à l'envers, quoi, tu vois, comme ça, voilà. Et en fait, elle avait, je reconnaissais pas du tout le petit profil tout rond que j'avais vu sur les échos. C'était vraiment. On m'a changé mon bébé. Non, mais première chose, vraiment, je suis catastrophée et dans ma tête, je me dis, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre vraiment, c'était la chimio, quoi. Ah et oui, t'avais peur que ce soit la chimio qui je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voilà. Et en fait, la sage-femme voit ma tête, elle me dit, ah non, mais ça va se remettre normalement, hein, ça c'est normal, voilà, rassurez-vous, vous allez voir dans 1 heure, vraiment. Et en fait, oui, c'était vrai, ça s'est remis. Mais c'est vrai que ça fait un peu chewing-gum, enfin, tu sais, c'est tellement mou, le crâne du bébé quand, les mais premiers jours. C'est tout de suite pensé chimio, déformation. Tout de suite. Tout de suite, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle avait beaucoup de cheveux? Ouais, elle avait et quand toi, ton même, fils, on l'a vu, il a plein de cheveux aussi. Elle en avait plus que moi aussi. Alors, je sais pas si toi, ça te l'a fait, mais moi, quand j'ai vu mon fils, j'ai regardé voir s'il avait tous ses doigts, tous ses orteils, parce que j'avais peur justement qu'il y ait des malformations dues à la chimiothérapie qui soient passées à l'as. C'est fou, hein. Oui. J'ai tout c'était vraiment en fait votre hantise, votre peur. C'est ça, qu'il y ait des choses qui n'aient pas été vues lors des échographies. Et en fait, c'est des bébés qui vont bien. Ah c'est des bébés qui sont en super des forme. Bébés guerriers. Exactement. Du coup, pour parler donc de vos enfants, parce que peut-être qu'un jour ils écouteront ce podcast, et comment ça se passe là? Toi, le retour à la maison à 3, déjà? C'est super. Franchement, génial. C'est que du bonheur. On oublie les nuits courtes, parce que elles sont là quand même. Hein. Bah oui. Mais limite, t'es contente peut-être quand ils te réveillent la nuit. Mais pour l'instant. C'est une bonne fatigue, quoi. C'est ça, en fait, ouais. Et je pense qu'on relativise davantage. Parce qu'on se dit, oui, le combat continue, la maladie est toujours là, on est encore sous traitement. Mais derrière, quand on rentre, on a aussi des petits yeux qui nous regardent, des petits sourires. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Et tu es en chimio toutes les semaines, là, en ce moment? Oui. D'accord. Et ça va? Ça va. Ouais, cumuler les deux, les nuits courtes et les chimios? C'est un peu compliqué. Ça doit pas être un peu sport, ouais. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on est en chimiothérapie, on ne passe pas non plus 2 heures à dormir non. pendant l'injection. Donc, c'est vrai que des fois, le repos est un petit peu dur, surtout que le Taxol me fatigue énormément. D'accord. C'est vraiment... ça me fatigue le jour même après l'injection, mais je n'ai pas eu ça pour les EC. Je suis vraiment très fatiguée le jour même au Taxol. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur après de s'occuper... Vous y allez toutes les semaines. C'est ça, de s'occuper du bébé. Donc, ça va, j'ai un super conjoint qui gère les jours où j'ai chimiothérapie. Mais après, oui, c'est une organisation et de toute façon... Voilà. Il te reste combien là de Taxol? 3 ou 4, tout dépend si mon oncologue... Alors, l'oncologue, 3. On en veut 3, c'est tout. 3. S'il te plaît. Négocier. Ouais. 3 ou 4, ok. Ouais, 3 ou 4. Bon, t'as fait le plus gros. Oui, voilà, c'est ça. Et après, la radiothérapie et après, c'est fini. Bon, c'est bien. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que là, il dort beaucoup quand même encore.
Donc Oui. parfait, regarde, il fait ça, et puis après, voilà. Ça va. Franchement, c'est. Tu fais les siestes en même temps que lui. Oui, voilà. Ah ben, Tu vis à son rythme, écoute. On dit, on entend toujours dire oui, quand le bébé dort, il faut dormir. Mais ça, je le respecte à la lettre. Franchement, j'essaye. Et toi, du coup, ta fille, elle a quel âge maintenant? Et là, elle a eu 1 an et demi, 18 mois déjà. Et Elle va bien. Et elle va très bien. Je profite d'elle à fond parce que j'ai repris le travail, mais à mi-temps. D'accord. Ce qui me convient parfaitement. Comme ça, voilà, j'ai retrouvé un équilibre et je peux profiter d'elle et la voir grandir parce que, comme je te disais, c'est pas un mythe quand on nous dit ça va trop vite, profites-en. C'est vrai. Et elle court partout, elle commence à dire ses premiers mots. C'est une chipie, mais une chipie mignonne, quoi, vraiment adorable. Et est-ce que tu lui as dit, parce que toi, tu allais en chimio quand elle était toute petite, tu continues aussi. Est-ce que tu lui disais? Est-ce que tu lui en as parlé? Alors moi, c'est vrai que j'en ai toujours parlé, même si j'ai pas dit le mot cancer tout de suite. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours considéré que comme elle était avec moi le jour de l'annonce, finalement, elle a vécu ça avec moi en fait. Donc elle l'a ressenti, elle savait, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc en fait, avec des mots simples, je vais expliquer. Par exemple, tu vois, quand c'est déjà arrivé, les dernières chimios que j'ai eues, Katsila, elles étaient à domicile. Et du coup, c'est déjà arrivé, on savait pas quand l'infirmière passait. Et c'est déjà arrivé qu'elle passe tard, quand j'avais déjà récupéré Léna Rose, et que du coup, son papa était en train de lui faire le repas. Et donc moi, j'étais branchée pendant ce temps-là. Et donc, je lui expliquais, je lui disais, là, tu vois, maman, elle va avoir son traitement, donc papa, il va te donner à manger. Mais tu sais, elle a son traitement pour le bobo que maman, elle a eu, mais c'est pour aller mieux. Et après, voilà, tu vas voir, voilà, je serai avec toi et je te mettrai au lit. Enfin, voilà. Et, tu l'as rassurée. Et dans le livre que j'ai écrit, tu verras, à la fin, j'ai écrit le livre pour ma fille aussi. Il y a 3-4 pages. Ça s'appelle, donc à la toute fin de mon livre, Petite histoire pour ma fille, et où je lui raconte l'histoire, mais version conte, version enfant, en fait, avec des mots tout simples. Voilà, pour... parce que je me dis, vu que ça, en plus, ça n'a jamais été un tabou, j'en ai toujours parlé librement, je me dis, c'est la principale concernée aussi. Donc, bien sûr. Oui, ça fait partie de son je histoire. pense qu'on peut trouver des mots simples sans que ce soit quelque chose de dur à dire à un enfant. Voilà, il faut trouver les bons mots. Est-ce que tu en as parlé à Jules aussi? Non. Ah, non, pas encore, mais en même temps, Jules, il est tout petit. J'en ai pas encore parlé, mais c'est prévu, on lui en parlera, on lui expliquera, parce que c'est un parcours qu'il a vécu aussi avec moi, avec nous. C'est une partie de sa vie aussi, parce qu'il a côtoyé, il a côtoyé les hôpitaux. Il était en coloc avec toi. Exactement. Il était traitement. Ouais. Le meilleur colocataire. C'est ça. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, du coup, toi, tu en parlais à ton conjoint. Comment tu faisais toi aussi quand tu allais en chimio? C'était ton conjoint qui... Ah ouais, alors moi, il s'est arrêté un moment aussi avec moi. Ouais, il s'est arrêté pour pouvoir... Et c'est pas trop dur de laisser son petit baby, autant l'une que l'autre, pour partir en chimio? C'est... je pense que déjà, c'est dur, mais surtout de se dire, mais je pense que toi, ça fait pareil. La première fois que moi je l'ai laissée, oui, c'était pour partir en chimio. Elle avait 10 jours. Et c'est vrai que, voilà, normalement, quand tu laisses ton enfant la première fois, c'est pour aller au cinéma ou prendre un café avec une copine ou faire du shopping, voilà. Et donc, tu t'imagines pas laisser ton enfant pour la première fois pour aller faire quoi? Une cure de chimiothérapie, quoi. Déjà qu'on n'a pas envie d'aller en chimio, alors oui. C'est ça. Et non, mais bon, ça doit être dur de déléguer quand ils sont tout petits comme ça, même si c'est le papa. Bien sûr qu'il est aussi doué qu'une maman, mais ça doit être difficile de laisser quand même son petit loulou. C'est surtout qu'on est loin et qu'on se dit, je suis pas là, quoi. S'il se passe quelque chose, on est branché, on peut pas... oui, tu peux pas partir comme ça en urgence. C'est ça. Mais en fait, malheureusement, je crois, je sais pas si toi tu l'as accepté rapidement. Moi, je sais que très rapidement, j'ai pris conscience que on n'avait pas le choix que de déléguer parce que on peut pas, quoi. Sinon, c'est trop compliqué de gérer un bébé quand on a les effets secondaires de la chimio et qu'on est au plus mal au fond du lit. Moi, déjà, j'arrivais même pas à m'occuper de moi-même. Alors, imagine t'occuper d'un nouveau-né, ouais. Donc, t'es surtout obligé que toi, t'as dit déléguer. que t'avais eu plus d'effets secondaires après ton accouchement.
Moi, les 2 EC enceintes, je les ai donc très bien tolérées. Et ensuite, la 3e EC, c'était horrible. La 4e, ça allait peut-être un peu mieux, parce que j'étais un peu plus loin de l'accouchement, peut-être. Donc, mon corps avait peut-être repris des forces. Et par contre, les 4 taxotères que j'ai eu après, ça a été horrible. Donc, pendant 3 mois, je pense, c'est ça, ouais. C'était toutes les 3 semaines. Ça a été horrible. Vraiment, c'est les pires que j'ai eu, encore pire que les EC. Moi, ça a été vraiment, j'avais l'impression qu'un camion m'avait roulé dessus, quoi. Vraiment, j'étais obligée de noter mes effets secondaires, donc ils sont pas secondaires, hein. C'est voilà. Ils sont vraiment là. Non, mais voilà. Et c'est au premier plan. C'est vrai que ce mot-là, effet secondaire, non, c'est absolument pas secondaire. Hein. C'est primaire, ils sont. C'est indésirable, on va dire. Mais non, mais je devais les noter. C'est vrai que c'est drôle, ça. Mais il faudrait le faire changer comme nom. Ah, c'est clair. Mais oui, tu l'as noté pour ton oncologue. Ouais, parce qu'il me demandait, tu sais, voilà comment j'avais réagi au chimio, et comme il y en avait, on va dire, qui étaient plus secondaires que d'autres, pour être sûre de m'en rappeler, je l'ai noté, et parfois j'avais 15 effets secondaires en même temps. Donc conjonctivite, infection urinaire, des douleurs partout dans le corps, vomissements, enfin j'avais tout ça en même temps. Ouais. C'était horrible. Donc imagine t'occuper d'un bébé. J'étais obligée de déléguer, c'était trop dangereux, je pouvais m'écrouler, enfin... Ouais, même pour la petite, c'est vrai que c'était dangereux. Ouais, c'est ça, ouais, donc t'as pas le choix, en fait. Tu te dis, voilà, je suis obligée de déléguer, mais c'est dur à accepter, quoi, parce qu'en plus, tu te dis... purée, elle vient de naître. Est-ce qu'on culpabilise encore, quoi. Parce que vous avez déjà beaucoup culpabilisé, donc toi un petit peu. Et toi aussi? Oui, aussi, mais j'essaye que ça prenne pas le dessus. Bah ouais, parce que je crois que vous n'avez pas à culpabiliser. Je crois que déjà, c'est beaucoup ce que vous avez fait. Puis, en fait, c'est ça. On se rappelle tout le temps que si on fait ça, c'est aussi pour eux, parce qu'ils ont besoin de leur maman. Donc, oui. Mais même, vous avez besoin d'être en vie pour vous aussi, déjà. Bien sûr. C'est important. Ouais. Et est-ce que un deuxième enfant, c'est envisageable? Parce que, toi, il est encore tout petit, hein. Mais toi, 1 an et demi. Est-ce que vous êtes dit, j'en aurai un deuxième? Ou est-ce que, non, vous êtes dit, c'est bon, ça suffit, c'est fini? Alors, je sais pas pour ta part, mais moi, pour l'instant, je me pose pas la question déjà de savoir si ça va être possible ou pas. D'accord. Parce que ils ont pas assez de recul sur la chimiothérapie, sur les impacts que ça va avoir sur notre corps, sur nos cellules. Donc moi, je sais que dans 1 an, j'ai un bilan hormonal à faire. D'accord, ok. T'as pas eu de préservation de la fertilité, si? Non, j'étais déjà enceinte. Eh ben oui, donc ils peuvent pas le faire. Ouais. D'accord. Ils pouvaient pas. L'oncologue est arrivée, j'étais en train de me faire prélever du sang et elle me dit... j'ai oublié de vous dire que normalement, on fait des prélèvements, mais là... bah oui, enceinte. Mais parce que, alors toi, du coup, t'auras pas d'hormonothérapie? Non. D'accord. C'est pas le même cancer? Non. Parce que moi, du coup, comme il y a... moi, il est HER2 positif et un peu hormonodépendant. Comme j'ai l'hormonothérapie, alors je sais pas encore si je voudrais un autre enfant, mais ils m'ont parlé, du fait que, il y a 5 ans d'hormonothérapie, mais si j'ai un désir de grossesse avant, il y a possibilité peut-être de faire 2 ans d'hormono. Et puis de faire une pause ensuite d'1 an, les fenêtres thérapeutiques. C'est ça, ouais, essayer de tomber enceinte à ce moment-là, et puis ensuite, une fois que si j'arrive à tomber enceinte et que j'ai eu mon deuxième bébé, reprendre 3 ans d'hormonothérapie. Mais moi, j'avoue, je sais pas non plus. Alors déjà, moi, je voulais une petite fille dès le départ, donc je l'ai eue, je suis contente. Je me suis jamais dit, je veux 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. J'ai jamais fait ces plans-là. Je sais pas si toi, je sais que j'ai des copines, elles ont des schémas précis en tête. Genre, je veux 2 enfants ou j'en veux 3. Moi, j'ai jamais eu ça, donc du coup, je sais pas si j'en veux... Un deuxième, moi, ça me dérangerait pas, mais en fait, aujourd'hui, j'aurais trop peur de tout revivre. Ah, de revivre la même chose. C'est ce que j'allais dire. Revivre, moi, j'ai un peu ça aussi. D'apprendre que je suis à nouveau enceinte et de découvrir après que j'ai récidivé. D'accord. Et vu que tu as déjà vous associez, tu dis il est déjà là. Vous associez la grossesse et le cancer et la grossesse. Ouais. Bah oui. Bah, ça crée trop bien, c'est normal. C'est ça. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi aussi, forcément, j'ai cette crainte. Et d'un autre côté, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre une grossesse de A à Z normale, exactement. Bah oui. Mais ça se comprend. Mais est-ce que c'est une bonne raison? Enfin, je pense pas, tu vois, parce que après le bébé, il est là, tu vas pas dire, j'ai eu ma grossesse. Normal. Qui le veut? Moi, par contre, je suis en procédure d'adoption, donc n'hésitez pas. En plus, ils sont trop mignons, vos petits loulous. Alors, moi, je veux bien. Non, mais par contre, je peux comprendre qu'on associe
Et en plus, là, vous avez des loulous qui sont tellement petits. Enfin, autant toi, ta fille que toi, ton fils. Bah, profitez à fond d'eux. Et puis, vous verrez bien, voilà. Je pense que déjà, si on demande l'avis au papa... eux, peut-être qu'ils vont dire non de suite. Ils vont trancher pour nous. Excuse-moi, mais j'ai pris 10 ans, donc non. Ça va. Excuse-moi, mais c'est moi qui me suis occupée, qui fait toutes les nuits quand toi, t'avais tes chimios et tout. Donc, laisse-moi récupérer aussi. Et c'est des papas investis, en tout cas. Oui. Très. Voilà. Ouais. Bon, un grand merci les filles pour vos témoignages. Et merci à toi. Merci à toi aussi. On vous souhaite vraiment plein de bonheur pour vos petits bouts et peut-être qu'un jour vous viendrez nous présenter un deuxième, on ne sait pas. Ou alors vos enfants qui ont grandi. Bien sûr, cet épisode n'est pas là pour faire peur si vous êtes actuellement enceinte ou que vous envisagez d'avoir un enfant. Et on le rappelle aux professionnels de santé, la palpation pendant la grossesse, c'est vraiment hyper important. Les filles peuvent en témoigner. C'est ça qui leur a sûrement sauvé la vie. C'est clair. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes. N'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet et sur notre compte Insta. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelettes.